Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande émission. Cette émission où se donnent rendez-vous les différentes parties prenantes aux élections du 23 décembre prochain. Alors, sachez que faire une élection, c'est raconter une histoire de telle sorte que même un enfant qui sommeille en tout électeur croit que le candidat est le seul héros de cette histoire. Cette fameuse citation de Jacques Sekela, une figure emblématique française, nous pousse à réfléchir sur cette période cruciale que traverse la République démocratique du Congo, cette fièvre presque à 38 dans laquelle est plongée les candidats et les futurs électeurs pour un rendez-vous du 23 décembre prochain. Donc Siloé TV aujourd'hui reçoit pour vous un autre candidat aux élections présidentielles. Il s'agit de Alain Daniel Shekomba. Je ne serai pas seule à pouvoir le recevoir sur ce grand plateau. Je serai encore une fois de plus avec mes confrères. À ma droite, donc, il y aura le cœur Mouchipai, bienvenue. Merci. Josué Foutila. Le plaisir est partagé. Joseph Yemba. Merci bien, madame. Ainsi que Maître Silos Bantuchi. Merci beaucoup, Belizo Pokonda. Alors, sans plus tarder, je vais devoir inviter notre futur président, peut-être, parce qu'il est candidat aux élections présidentielles. Donc, j'ai cité Alain Daniel Shekomba, que je vous demande d'applaudir, cher public. Merci. Bonjour, vous pouvez vous asseoir. Alors, Monsieur Shekomba, vous êtes sur le plateau de Grandes Questions et bienvenue. Merci. Vous êtes candidat aux élections présidentielles du 23 décembre prochain. Pourquoi briguez-vous alors le mandat de la présidentielle? Merci pour la question. Je pense que c'est le meilleur travail qu'on peut faire. Parce qu'en fait, aujourd'hui, comme entrepreneur et comme directeur d'entreprise, mon travail et le résultat impacte 400 familles, alors que demain, comme président de la République, mon travail va impacter la vie de 80 millions de personnes. Donc je préfère participer à l'amélioration des conditions de vie de 80 millions de Congolais au lieu de m'arrêter à améliorer les conditions de vie de mes 400 employés et de leurs familles respectives. Voilà. Oui, vous envisagez de pouvoir améliorer les conditions de vie de 80 millions d'habitants, mais Daniel Alain Shekomba n'est pas connu de la scène politique et subitement vous surgissez et vous vous dites « je serai candidat au présidentiel ». Vous pensez que ce serait facile, hein? Je pense que au Congo, les gens confondent beaucoup de choses. Quand vous parlez de n'est pas connu par qui? N'est pas connu par le par journaliste. La population congolaise. Non, n'est pas connu par le journaliste, n'est pas connu sur les réseaux sociaux ou n'est pas connu par la population congolaise. Parce qu'en fait, même quand on fait, comment dirais-je, des statistiques, on prend des échantillons. Où est-ce que vous êtes allé poser la question pour savoir que M. Alain Shekomba n'est pas connu? De quelle population vous parlez? De l'échantillon que vous connaissez ou bien de l'ensemble de la population congolaise? Parce que déjà, pour être candidat au présidentiel, on le sait très bien, que généralement, ce sont des personnes qui ont l'habitude des médias et c'est par les médias que la population prend rendez-vous ou découvre les différents candidats. Mais M. Alain Daniel Shekomba, on l'a découvert juste pendant ce processus électoral. Vous êtes en train de faire le marketing de votre travail ou bien vous parlez des Congolais? Je parle des Congolais. Non, parce que quand vous parlez des médias pour découvrir, non, il n'y a pas que les médias. Quelqu'un peut travailler avec le Congolais sur le terrain et puis le connu sans passer par les médias. Parce que vous avez parlé de 400 employés proportionnellement. Oui, mais ça c'est par rapport au travail que je fais actuellement comme entrepreneur, comme gestionnaire d'entreprise. Donc je n'ai pas parlé des 400 Congolais.
D'autant plus que mon entreprise ne se trouve pas en République démocratique du Congo pour l'instant. Ça, c'est déjà encore un handicap. Non, ce n'est pas un handicap. Ce n'est pas un handicap parce que je ne vois pas en quoi cela peut être un handicap vu les résultats et les conditions de vie des Congolais ici. Beaucoup de gens ont investi. On a investi ici en République démocratique du Congo. On a fait les dépôts de bilan. Beaucoup d'entreprises ont fait les dépôts de bilan parce que les conditions de travail ne permettent pas aux entrepreneurs de pouvoir se faire de l'argent, mais alors de façon honnête, sans plusieurs pots de vin. Alors Monsieur Shekomba, je ne vois pas en quoi c'est... Alors, Monsieur Shekomba, je vais rappeler à nos fidèles téléspectateurs qui sont par milliers en train de nous suivre en ce moment même. Nous avons un numéro de téléphone par lequel vous pouvez réagir pour démontrer effectivement que vous connaissez Monsieur Alain Daniel Shekomba. Donc, vous pouvez réagir, donner vos réactions, poser vos questions au travers du numéro 081 38 470. Alors, Monsieur Alain Shekomba, je l'ai dit tout au début, je ne serai pas seul à vous poser des questions. Nous avons quelques personnes dans le public et aussi vous avez en face de vous des journalistes de Siloé TV. Il y aura des questions d'ordre politique, des questions d'ordre économique, des questions d'ordre sécuritaire, diplomatique, juridique. Donc vous avez le cœur à qui je passe déjà la parole. Le cœur. Merci beaucoup Belize Okonda. Monsieur Alain Daniel Shekomba, candidat à la présidentielle. J'ai tenté de lire votre projet projet de société pour la campagne électorale. Vous avez parlé sortir la RDC du coma. Donc quel coma parlez-vous? La RDC se retrouve dans quelle position? La RDC se retrouve dans quel coma? J'aimerais bien que vous puissiez un peu nous parler un peu de coma dont vous faites allusion. En fait, avant d'être candidat président de la République, il faut d'abord entrer en profondeur dans les éléments ou dans les indicateurs de performance dans chaque secteur. Et quand vous regardez les indicateurs de performance dans chaque secteur, déjà, l'indice de développement humain en République démocratique du Congo est l'un des plus bas au monde. Le produit intérieur brut par habitant est l'avant-dernier au monde, ex aequo avec le Burundi. Le doing business est l'un des pays les plus mauvais. Alors, quand vous regardez sur le plan sécuritaire, sur le plan de l'éducation, sur tous les plans, la République démocratique du Congo a les indicateurs les plus mauvais. Et ça ne vient pas de chez Shekomba. Ça vient de PNUD et même le gouvernement actuel a reconnu ces indicateurs parce qu'ils ont utilisé ces indicateurs dans l'ère DCRP1 et DCRP2. Comment sortir la République démocratique du Congo de la pauvreté? Donc aujourd'hui, nous sommes d'accord avec les indicateurs que nous avons, qui ont été coulés dans le document officiel du gouvernement, que la République démocratique du Congo est dans le coma sur le plan de l'administration, c'est-à-dire sur le plan institutionnel, sur le plan des conditions de vie des Congolais. Aujourd'hui, vous avez 7 à 8 familles en République démocratique du Congo qui vivent en dessous de la pauvreté, qui utilisent 62,3% de leurs revenus pour l'alimentation, alors que nous avons 80 millions d'hectares cultivables. Et c'est pour cela que vous pensez être le bon profil pour aider le Congo à prendre son envol? Pourquoi je suis le meilleur profil? Tout simplement parce que je suis habitué à la gestion orientée résultat. Ça veut dire tout ce que je fais se focalise sur le résultat à obtenir, pas sur le discours. Vous vous rendez compte? J'ai 80 millions d'hectares cultivables. Pourquoi on ne cultive que 12% de ces 80 millions? Et comment faire pour que le Congolais ne puisse plus utiliser 62,3% de leurs revenus rien que pour l'alimentation? Ça veut dire qu'ils n'ont plus rien pour économiser, pour le transport, pour le loyer, et ainsi de suite. Mais justement, qu'est-ce que vous préconisez exactement, M. Shekomba? Quel est votre profil? Le Congolais qui est en train de vous suivre, je rappelle encore le numéro de téléphone, c'est le 081 38 470. Le Congolais voudrait savoir, vous êtes en face des Congolais, des millions de Congolais qui sont en train de vous suivre, c'est quoi, si on doit vous décrire? Et quelle est la solution que vous apportez? Parce que là, vous parlez certes d'un coma, mais quelle sera la différence? Mais il faut se poser la question, quelles sont les causes du coma?
Parce que pour apporter une solution, il faut connaître les problèmes. C'est ce que vous ne dites pas encore. Voilà, c'est ce que j'ai toujours dit. C'est que peut-être je n'ai pas encore dit là maintenant, mais c'est ce que j'ai toujours dit. Les problèmes aujourd'hui en République démocratique du Congo, c'est la corruption qui a été institutionnalisée en mode de gestion. Ça, il ne faut même pas avoir honte de le dire. Et c'est encore pitoyable parce que j'avais rencontré un diplomate belge qui a travaillé longtemps ici au Congo qui m'avait dit, il a appris 4 mots de Lingala et j'ai bien aimé sa formulation. Ngai, Lelo, Mingi, Noki. Alors, tout le monde qui entre en politique, il vient, moi, aujourd'hui, beaucoup et tout de suite. Comme vous aussi. Non, non, ce n'est pas ça. Moi, je vis déjà ma vie sans être dans la politique. Donc aujourd'hui, on connaît des gens qui n'ont jamais acheté une maison à Kinshasa, mais une fois devenus ministres, ils achètent une maison, ils achètent une voiture, et une personne qui n'a même jamais géré une boutique, même pas une maison avec 4 chambres, il devient ministre pour gérer un ministère. Donc c'est ce que vous reprochez, c'est ce que vous reprochez à ces pouvoirs aujourd'hui. Je ne reproche pas au pouvoir, je reproche la façon de faire. Les politiques. Oui, aussi longtemps que on ira toujours avec les Ngai, Lelo, Mingi et Noki. Personne ne se souciera de la population tout au début, congolaise. vous avez parlé de certains indicateurs. Madame. Je vais vous laisser parler. Oui. Vous avez parlé de certains indicateurs. Vous avez parlé, vous avez fustigé le taux du PIB que nous avons, deuxième ex-aequo avec le Burundi, le doing business qui n'est pas du tout bon. Les indicateurs de performance, en fait, tout se résume par la corruption. Selon vous, si je comprends bien, c'est la corruption qui est la base des conditions de vie que traverse la RDC. Il faut déjà partir dans l'histoire. Il faut déjà partir dans l'histoire de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, anciennement appelée État indépendant du Congo, n'était pas une colonie au sens propre à l'époque. C'était une entreprise d'un roi qui s'appelait Léopold II. Alors, toutes les structures de cette colonie étaient orientées profit individuel. Même la force publique qui était mise en place, même l'administration, c'était comme une entreprise privée qui appartenait à une personne. Cette personne en a abusé. On a coupé les mains des Congolais parce qu'ils devaient produire beaucoup plus de VA, ils devaient ramener beaucoup plus de tonnes d'ivoire et ainsi de suite, rendre profitable l'entreprise. Et rien de l'action civilisatrice, rien de l'administration d'un État normal. Alors, avec ces abus, le roi Léopold II avait été condamné en 1908 et il a été sommé de pouvoir céder l'État indépendant du Congo à la Belgique. Mais il n'avait pas cédé l'État indépendant du Congo à la Belgique, il avait vendu, et nous connaissons même les montants, pour pouvoir léguer l'État indépendant du Congo à la Belgique. Quand j'achète quelque chose, c'est pour faire le profit. Et la Belgique a gardé cette administration, ces structures, pour profiter aux Belges et non aux Congolais. Et c'est dans ces conditions-là que nous sommes entrés dans une indépendance. Et personne n'a jamais pensé à reformater cette administration pour qu'elle soit profitable aux Congolais. En fait, la racine du Congo, c'est la Belgique. Laissez-moi, je ne vais pas, je continue. Parce qu'en fait, vous êtes en train de me couper et je n'arrive pas... Il faudrait que nos téléspectateurs comprennent. Oui, je ne dis pas... Il faudrait que nous allions dans le fond. Ah, oui, mais la racine du problème, c'est la façon dont le Congo a été colonisé, d'abord. Et puis, nous sommes entrés précipitamment, comment dirais-je, à l'indépendance, et on nous a imposé une guerre. On n'a pas eu le temps de reformater cette administration, et la personne qui est, ou les personnes qui sont devenues chefs d'État ou qui dirigent, profitent du fait que l'administration n'a jamais été formatée pour servir les Congolais, que l'administration a été formatée pour servir un individu ou un groupe d'individus, et ils n'ont jamais pris le temps de le faire. Ils sont en train de profiter des mêmes failles depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand aujourd'hui, on a des preuves qu'il y a la corruption, qu'il y a les gens qui sont au pouvoir, qui sont en train de voler, et que personne ne les punit, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, moi je peux vous donner un exemple. J'avais voté un député national. On s'est rencontrés dans une salle de Gilles. Je lui pose la question, messieurs les députés, est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les lois que vous avez adoptées en faveur, en notre faveur, moi comme électeur? Le monsieur s'est senti vexé. Ils n'ont pas
ils ne savent pas qu'ils doivent rendre compte. C'est ça le problème. Donc, c'est ça le problème du Congo. Oui, le problème du Congo, c'est que les gens utilisent le bien public comme le bien individuel. Alors pourquoi vous ne sensibilisez pas depuis longtemps? Subitement, vous sortez comme ça au mois d'août pour déposer votre candidature. Moi j'étais là, moi journaliste, je ne connaissais même pas les candidats présidents de la République. Je pense que c'est vous qui n'avez pas fait votre devoir, messieurs. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes journaliste, n'est-ce pas? J'étais président des étudiants à l'université de Kinshasa. J'ai failli être giflé par Gaëtan Kakoudji quand il était ministre de l'Intérieur pour avoir déposé un mémorandum où on réclamait la démission du gouvernement et la mort du CPP. J'ai été arrêté à Kinmazière et même gardé à vue pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Je fuis le pays. Et depuis, je parle au nom de la mission nouvelle. C'est sur Internet, c'est partout. Quand vous me dites, c'est ça la question où moi je me pose la question, quand vous devez recevoir quelqu'un, prenez un peu du temps de vous informer. Nous parlons au nom de la population. Non, il ne faut pas. Vous êtes journaliste, c'est pour ça que vous devez parler au nom de la population. Voilà. Vous devez Ce sont les questions que la population nous a... Mais vous, dans votre travail de journaliste, vous devez aussi lire un peu. S'il vous plaît. Comme ça, quand vous êtes... Lire Daniel Chekomba. Non, s'il vous plaît. Parce que vous m'avez vu déposer ma candidature depuis le mois d'août. Et vous dites... Non, il est arrivé au mois d'août. Jeune Afrique a fait un article sur moi et Jeune Afrique a sorti même le fait que Gaëtan Kakoudji a failli me gifler et ce n'était pas, s'il vous plaît. Toute personne a une histoire, non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Mais ce n'est pas une histoire privée, c'est une histoire politique. Quand nous revendiquons la démission du gouvernement et la mort des comités de pouvoir populaire et la mort du partenariat qui existe entre les étudiants, les parents des étudiants et les professeurs, ça c'est politique, ce n'est pas individuel. Alors, ça, M. Chekomba, nous sommes déjà dans les élections. Nous sommes dans les élections. Je vais passer la parole à Josué Foutila. Vous êtes candidat, je le répète, vous êtes candidat aux élections présidentielles. Oui. Vous avez déposé votre candidature qui a été acceptée. Alors, Josué Foutila, quelques questions en rapport avec les élections. Alors, justement, vous êtes de la famille de ceux, ou peut-être le seul qui réclame la mise à jour de la machine à voter, faute de quoi vous allez vous retirer du processus électoral, mais également vous avez conditionné l'accompagnement de la communauté internationale, soit l'acceptation par la RDC de l'appui logistique de la MONUSCO, et vous menacez de quitter le processus électoral. Alors, vous saviez très bien que les débats sur la machine à voter avaient même commencé avant le dépôt de votre candidature. Pourquoi vous engagez dans une bataille où vous êtes déjà perdant? Mais c'est parce que je ne pense pas que je suis perdant. Les gens qui disaient qu'ils étaient contre la machine à voter n'ont pas donné des éléments suffisants pour que quelqu'un qui est sain d'esprit rationnel comme moi puisse être convaincu que la machine à voter n'était pas bonne pour ces élections. J'utilise la rationalité. Je suis venu moi-même. La première fois, je suis allé voir le président de la commission électorale indépendante. On avait parlé. Il m'avait dit que c'était... Il m'avait montré tous les tests que tout le monde est en train de dire. J'ai testé, j'ai appuyé, j'ai fait la même chose. Et je lui avais posé des questions la première fois. Cette machine est connectée? Il me dit non, la machine n'est connectée nulle part. Cette machine... Bon, moi-même, je lui avais dit, et s'il est honnête, il va le dire, c'est moi qui lui avais dit. Donc, c'est une imprimante à bulletin de vote sur site. Il dit effectivement, c'est une imprimante à bulletin de vote sur site. C'était avant le dépôt de votre candidature? Non, après le dépôt de ma candidature. Parce que de toutes les façons, il faut être logique. Il faut faire les choses par étapes. Avant de pouvoir discuter sur la machine à voter, je devais être partie prenante et être l'un des premiers concernés. Et donc, j'ai déposé ma candidature et cela m'a donné le droit de poser des questions. Voilà, et c'est ce que je fais. Alors, après, il y a eu les rapports ou les 45 ou je ne sais pas combien de questions de l'IDPS. Et je commence à regarder, je vois que ce que le président de la CENI m'avait dit n'était pas conforme aux réponses qu'il avait données. Parce que ça venait de l'IDPS?
Non, ce n'est pas parce que ça venait de l'UDPS, je parle des réponses qu'il avait adressées à l'UDPS. Il m'avait dit que c'était une machine qui fonctionnait de façon autonome. En anglais, on dit standalone. Et cette machine n'est pas standalone. Vous avez vu les rapports des experts. Vous avez trouvé des incohérences entre les discours que le président Seni vous a... Mais allons même un peu plus loin. Aujourd'hui, je confirme encore que cette machine, c'est une machine à tricher. Parce que j'ai posé des questions à la CENI et je vais encore répéter ces questions ici. La première question que j'avais posée à la CENI, que la CENI nous montre les données qu'elle est en train de monitorer avec la SIM 3G. Parce que quand on parle du monitoring, ça veut dire je suis en train de voir le fonctionnement de la machine, il y a des paramètres que je suis en train de suivre à distance. J'ai un tableau ou un écran sur lequel je suis en train de regarder ces paramètres-là. Jusqu'à aujourd'hui, le président de la CENI ne m'a jamais donné des réponses. Alors, de ces points de vue... S'il vous plaît, je continue. Allez, allez-y. La deuxième chose, je lui dis, pourquoi avoir pris les empreintes digitales si on ne va pas utiliser les empreintes digitales comme élément de discrimination? Pour être certain que c'est Shekomba qui est venu voter. Aujourd'hui, quand quelqu'un vote, on coche sur la liste avec un stylo. Mais on peut cocher sur la liste... tous les noms. Mais tous les noms. Ça, c'est un. Alors que quand on utilise l'empreinte digitale, on sait que c'est Shekomba qui a déjà voté. Et pour aller encore un peu plus loin, après les rapports des Britanniques, la CENI a prétendu et a dit, affirmé que chaque machine à voter ne peut imprimer que 660 bulletins. Moi, je veux qu'on fasse ces tests-là. Qu'on fasse ces tests-là, comme informaticien, dans la programmation, il y a ce qu'on appelle le flowchart, c'est-à-dire les instructions qu'une machine doit exécuter. Et dans ces instructions, normalement, nous devons voir la programmation où il est écrit que si I, c'est-à-dire le nombre d'impressions, est supérieur à 660, la machine s'arrête. Je vais voir ça dans la programmation de l'application de vote. Ça, c'est aussi une question que je pose à la CENI. Si je ne vois pas ça dans la programmation, mais dire oui, il va appuyer la photo et puis ça va imprimer, excusez-moi, ça, c'est pour un utilisateur ordinaire, pas pour un professionnel comme moi. Mais... Et ces questions-là, je n'ai pas de réponse. Et la dernière chose encore, une autre question. Si on dit le temps de débit de vote, c'est X, ok? Et le temps de fin de vote, c'est Y. Si T est supérieur à Y, est-ce que la machine va continuer à imprimer? Ça aussi, on veut des démonstrations pareilles. Parce que quand nous parlons de mise à jour, ce n'est pas parce que on veut, comme j'ai entendu certaines personnes dire, non, les gens qui sont en train de refuser la machine à voter, c'est parce qu'ils veulent fuir les élections. Mais non. Mais puisque vous menacez la transition pour Monsieur Shekomba, s'il vous plaît, vous avez été reçu par le président de la CENI récemment, le consortium, je n'étais pas là, il y a eu même un document, un des candidats, un président, a démontré par A plus B que cette machine n'avait rien à faire peur. Non, vous Comment parlez... se fait-il que lorsque vous êtes avec le président de la CENI, vous avez un langage, mais après, devant les micros, les candidats ont un autre langage. C'est un constat. Non. Ça, c'est faux. Je n'étais pas personnellement là. J'avais envoyé mes techniciens et les rapports que j'avais... Votre technicien avec ceux qui seront candidats présidents? Oui, il était là. Parce que nous, les débats juridiques ne nous intéressent pas beaucoup. Nous, ce qui nous intéresse... Vous êtes candidat. Non, parce que en fait, je dis tout simplement ça. Aujourd'hui, la CENI est en train de nous mettre devant un fait accompli et les débats juridiques, c'est toujours des débats à somme zéro. Argument contre argument, quand on les met ensemble, ça donne rien. Vous vous rendez compte? Alors qu'avec la technique, on a des éléments quantifiables. Et c'est pour ça que moi, en tant que technicien, je préfère m'arrêter sur les débats techniques et démontrer que déjà techniquement, la machine à voter n'est pas bonne. Et alors, je reviens, s'il vous plaît. Telle que... Je vous relance. S'il vous plaît, je vais terminer sa question. Parce qu'en fait, vous coupez le fil d'idée que j'ai. Allez-y.
Elle dit on était avec le président de la CENI. Je n'étais pas avec le président de la CENI lors de la deuxième réunion. Toutes les questions dont je vous parle ici, je les avais posées lors de la première réunion. Et c'est sur base des questions que j'avais posées qu'il était convenu qu'on devait mettre en place une commission technique. Et quand il fallait mettre en place une commission technique, je n'étais pas là, mais j'avais envoyé mes responsables techniques. Mais l'attitude du président de la CENI n'avait pas permis qu'on puisse arriver justement à ouvrir les capots. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si je vais acheter la voiture et on me dit non, il ne faut pas ouvrir les capots. Mais non. Mais Monsieur Chekomba, comment ça s'explique à 2 mois des élections? Vous êtes candidat aux élections présidentielles. Vous avez vu pour une première fois, vous avez certainement été convaincu. Il y a eu des réponses qui ont été données à l'UDPS. Vous avez dit qu'ils étaient contradictoires. Vous n'étiez pas là pendant que les autres étaient reçus. Ils étaient d'accord avec la CENI. Au sortir, c'était un autre langage. Aujourd'hui, vous venez avec le langage. Personne. Est-ce que vous n'êtes pas en train de jouer un jeu, de jouer un rôle? Non, n'orientez pas des questions dans le sens qui n'est pas vrai. Ici, parce que la population voudrait comprendre. Non, je veux que la population comprenne que cette machine... Elle doit savoir c'est qui qu'elle doit voter. Non, ce n'est pas un problème de qui qu'on doit voter. Nous voulons ouvrir les capots, nous voulons entrer dans l'application. La machine n'est pas une machine. La machine est là pour pouvoir fonctionner d'une certaine façon selon la programmation qu'on met en place. Alors, nous allons prendre un appel en ligne. Non, mais en fait, vous me coupez là. Nous allons prendre... Nous sommes dans une émission, c'est normal. L'émission est interactive. Il y a des téléspectateurs qui sont en train de vous suivre. Ils doivent réagir. Ce sont vos futurs électeurs. Alors, nous allons prendre M. Loukoussa. M. Loukoussa, bienvenue à Grande Question. On vous écoute. On n'entend pas. Monsieur Loukoussa. Bonjour madame, bonjour. Oui, bonjour, bienvenue. Monsieur Chekomba est là. Oui, c'est monsieur Luc Loukoussa. Oui, monsieur Loukoussa. Oui, je connais bien monsieur Alain Chekomba. Je le connais très bien. Je crois qu'il répond vraiment au profil des dirigeants humains du Congo. En tout cas, je l'apprécie beaucoup. Surtout, c'est un monsieur qui se connaît. Est-ce que vous pouvez aller à votre question, monsieur Loukoussa, s'il vous plaît? Ma question est celle-ci. Pourquoi il ne s'associe pas avec d'autres candidats pour un projet, pour un programme commun? Merci, monsieur Loukoussa. Alors, monsieur Loukoussa voudrait savoir pourquoi vous ne vous associez pas avec les autres candidats à la présidentielle, parce que c'est un seul fauteuil. Il faudra une seule personne. En fait, je ne vais pas donner des exemples terre à terre, mais quand on est dans une salle de classe, il n'y a qu'une personne qui est le premier, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, nous tous, nous envisageons prendre la place du président de la République. On ne va pas les prendre en coalition, mais on va les prendre en individuel. On s'est engagé en politique avec un idéal, et quand on s'était engagé en politique, personne n'avait posé la question à l'autre si ils avaient la même vision du Congo. Parce que la vision, c'est de pouvoir changer les choses au pouvoir actuellement. Et gagner les élections. Nous avons déjà vu une frange de l'opposition sortir un candidat commun, justement pour donner la victoire, ce que vous appelez la victoire au peuple. Vous ne pensez pas que dans cette démarche-là, vous allez en ordre dispersé et vous risquez de perdre? Ce n'est pas en ordre dispersé. Pourquoi ce genre de choses ne se passent qu'en Afrique? Vous avez déjà vu Marine Le Pen et, comment dirais-je, Macron avoir un programme commun parce qu'il a fallu à tout prix que Hollande parte. Avez-vous déjà vu quelque part que, comment dirais-je, Fillon et Marine Le Pen ou avec Mélenchon avoir un programme commun parce qu'il faut que Macron parte? Non, on s'engage en politique avec un idéal. On ne s'engage pas en politique par aventure parce qu'il faut avoir un poste ministériel. On s'engage en politique parce qu'on veut voir son rêve se réaliser. Donc aujourd'hui, avant de commencer à s'associer avec les gens, on doit savoir est-ce que ces gens-là sont d'accord avec les 12 engagements que je propose aux Congolais. Est-ce qu'ils sont d'accord qu'il y ait l'audit général de l'État? Alors, nous allons prendre encore un autre appel. Nous allons prendre M. John. Nous allons prendre M. John. Ce n'est pas gagner les élections pour gagner les élections. Alors, M. John, bienvenue à Grande Question. Il ne faut pas gagner les élections pour gagner les élections.
John, essayez de vous retirer. Essayez d'être un peu distant de votre poste téléviseur. Monsieur John. Monsieur John, vous êtes en direct. Oui, bonjour madame. Bonjour Monsieur John. Je veux demander au petit président ici. S'il vous plaît, Monsieur John. Oui, je veux demander au petit président de M. Alain ici. Bonjour, je dis bonjour. Oui, et puis la CENI exige aujourd'hui de partir avec la machine à voter de l'élection. Quelle sera sa réaction? Vous voulez bien répéter votre question? Je demande ainsi, si la CENI exige aujourd'hui de partir avec la machine à voter de l'élection, quelle sera la réaction de M. Alain? Merci beaucoup, Monsieur John. Alors, Monsieur John voudrait comprendre. Aujourd'hui, vous êtes en train de fustiger la machine à voter. Vous étiez d'accord au début et après l'évolution, vous avez compris que c'est une machine à tricher, pour reprendre vos termes. Aujourd'hui, la CENI se dit, dans 2 mois, on ne peut pas faire marche arrière, nous irons avec la machine à voter. Quelle sera votre réaction? En fait, voici mon point de vue. Si la CENI est en train de préparer un chaos dans ces pays après les élections, alors la CENI doit continuer avec cette machine à voter. Mais nous pensons qu'il y a encore suffisamment de temps parce que nous sommes des techniciens et nous savons sur quoi nous devons faire, quelle est la programmation qui doit être faite sur les machines à voter. Mais au cas où la machine à voter est maintenue? En fait, si la machine à voter est maintenue, c'est pour maintenir l'ordre actuel. Quelle sera votre réaction à Non, vous? mais ma réaction est tout à fait claire. Je l'ai déjà dit. Moi, je vais quitter le processus. Je l'ai déjà dit. Mais je suis là. Si je suis revenu, c'est parce que je pense que le bon sens va régner ici et je mets tout le monde. Je suis en train de dire ici, je prends tout le monde à témoin. En cas de catastrophe post-électorale, la CENI va endosser la responsabilité. Monsieur Chekomba, vous êtes démocrate. Ça veut dire quoi? Vous êtes démocrate, vous prônez la démocratie Oui. pour le pays. Oui. Alors, il y a certains candidats présidents de la République qui soutiennent la machine à voter. Vous n'êtes pas d'accord et vous décidez au cas où on maintient, vous vous retirez. Est-ce que c'est une démarche démocratique? Oui, c'est démocratique. J'utilise, c'est tout à fait démocratique. Et que ferez-vous de vos électeurs, ceux-là qui croient en vous et qui vous suivent? Je dis, non, il ne faut pas m'amener dans ce genre de jeu. Je sais déjà que les dés sont pipés d'avance et vous me demandez de jouer parce qu'il faut jouer. Vous avez des éléments qui... Mais oui, mais je viens de... Quand je dis, je posais des questions à la CENI et je n'ai toujours pas de réponse, vous me reposez qu'aujourd'hui le président de la commission électorale indépendante et tous ses techniciens me montrent la programmation de l'application de vote. Mais en demander. regardant droit dans les yeux vos électeurs qui croient en vous et qui espèrent vous voir sur le fauteuil présidentiel, les électeurs, abandonnés à ce stade, c'est les envoyer dans la rue? Non, les électeurs doivent soutenir... Parce que vous parlez de catastrophe éventuelle. Non, les électeurs doivent soutenir notre démarche qui est celle d'ouvrir les capots de la machine à voter. Elles ne vont pas voter, tout simplement. Voilà, on va regarder. Mais pourquoi... c'est un devoir citoyen. Non, je ne comprends pas votre façon de poser des questions là. Je suis en train de dire, on dirait qu'on ne se comprend pas. Je dis que ma démarche aujourd'hui, c'est que la CENI doit nous montrer l'application, la programmation de l'application de vote. Et nous allons nous rendre compte si c'est fiable ou pas. C'est à ce niveau que nous sommes. Dès que vous sautez les étapes, vous dites déjà non, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Non. Pourquoi la CENI n'ouvre pas la boîte? On veut regarder. Nous disons que c'est une machine à tricher. On le dit très clairement. Et nous voulons voir la programmation parce que nous savons lire le flowchart d'une application. Qu'est-ce que l'application doit faire exactement? Je peux vous prendre un exemple. Je dis par exemple, je programme, parce qu'on est des programmeurs. À partir de temps t égale à 14h, quand il vote A égale à A, quand il vote B égale à A, quand il vote C égale à A. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la preuve aujourd'hui que ce n'est pas comme ça? Quand vous me posez la question, c'est comme si moi je suis en train de parler de choses concrètes. Je ne suis pas en train de parler de... je parle de choses concrètes. Aujourd'hui, si le président de la CENI me suit, je mets au défi qu'il nous donne le programme de l'application de vote et nous allons voir s'il n'y a pas de problème. Je ne suis pas un utilisateur simple qui vient, qui passe un coup de fil sur un téléphone et puis je dis, les téléphones fonctionnent bien. Il y a des gens ici qui ne savent pas que leur téléphone met à jour les applications
sans même qu'eux aient autorisé, parce que c'est préprogrammé. Alors, nous allons prendre encore un autre appel. Quand vous dites que non, la machine à voter nous est allons bien parce que prendre je encore fichais, un autre ça, appel. Notre centrale commence déjà à être saturée. Donc, nous avons Monsieur John, Senior John, Ingénieur John, pardon, qui est au bout du fil. Nous allons le recevoir. Il va pouvoir poser sa question à Monsieur Shekomba. Bienvenue, ingénieur. Ok. Bon, Monsieur Shekomba a totalement raison. En informatique, tout ce qui est comme machine informatique fonctionne avec la programmation. Et c'est cette application dont elle est en train d'exister qui fait la fonctionnalité de cette machine. Et cette machine, on peut l'adapter par rapport à l'application ou soit dans la programmation qui est configurée à l'intérieur. Donc, les codes sources qui demandent c'est le capot, là, il insiste, on doit ouvrir le capot. Alors, votre question, ingénieur. Qui est dans la machine. Et par là, il y aura maintenant l'électricité. Alors, votre question, ingénieur. Qui soit à l'intérieur, là, il y a quelque chose qui est caché et qu'on ne sait pas comprendre. Alors, votre question, ingénieur, vous intervenez juste. Donc, c'est pour soutenir, en fait, ce que M. Shekomba était en train de dire. Alors, M. Shekomba, nous sommes toujours dans cette problématique de la machine à voter. Donc, la machine à voter, mais entre-temps, la CENI persiste et signe. Elle maintient la machine à voter. Qu'adviendra les élections le 23 décembre prochain? La question que les Congolais doivent se poser, c'est que la CENI vit sur base de l'argent du trésor public, c'est-à-dire l'argent qui appartient aux Congolais. Et comment voulez-vous vous laisser faire quelqu'un que vous employez, quelqu'un qui travaille pour vous, il vous impose un outil qui va vous compliquer la vie demain et vous acceptez. Ça, c'est ça un peu, c'est cette attitude en fait que je trouve désolant par rapport aux Congolais, par rapport à nous Congolais. Vous êtes dans la logique de la marche de demain déjà. Écoutez, marcher contre... Moi je l'ai déjà dit, je vais au-delà. Pour moi la machine à voter, c'est, comment dirais-je, c'est un effet. La cause, c'est la CENI. Je l'ai déjà dit, cette CENI est incapable d'organiser des élections transparentes et crédibles. Mais ça, c'est un discours qu'on a entendu depuis le début. Oui, même si vous l'avez entendu, même si vous avez... Non, qui a déjà déposé sa candidature, c'est le même discours. Mais madame, mais madame, candidat, avant de déposer son discours, je n'avais pas touché la machine à voter, je n'avais rien vu. Mais la loi, la Constitution m'autorise de déposer ma candidature. Est-ce qu'il y a un problème entre la Constitution qui m'autorise à déposer ma candidature et les outils qu'on me présente pour voter? Il y a une différence. Non, ce n'est pas connaître les règles du jeu. Ce n'est pas connaître les règles du jeu. Ce n'est pas parce que moi je dis, la Constitution dit, celui qui remplit telle condition peut être candidat président de la République et la loi électorale aussi. Il y a des gens qui disent, s'il vous plaît, il y a des gens qui disent que la machine à voter n'existe même pas dans la loi électorale. Alors de quelles règles du jeu vous parlez? Monsieur Patrick Abongo, un potentiel électeur. Monsieur Patrick Abongo, vous êtes en direct. Bonjour Monsieur Patrick. On vous écoute. Oui. J'ai une petite question à poser à M. Shekomba. Oui, vous écoute. Avant le début du processus, c'est un monsieur qui s'est opposé, lui était pour l'usage de la machine à voter. Mais à un moment, après, il s'est opposé à ça. Et nous avons encore constaté que celui pour voter les purs, cette qu'il-là auparavant, il est remis à sa décision. Alors, ma question est de savoir, puisqu'il échappe souvent cette question-là, si la CENI maintenait cette idée-là, quelle sera la position de Shekomba? C'est c'est à cause des... C'est parce qu'il boycottera les élections et les élections-là n'auront pas lieu. C'est si les élections auront lieu. Et que non, un candidat, un qui est là, M. Emmanuel Sadar, les réactions tout en étant opposant sur quoi. Et ma deuxième question, c'est de savoir si au Congo, les élections sont d'abord souhaitables. Excusez-moi tous les deux, parce que le Shekomba
n'est pas vraiment connu dans la zone du pays. Et même son parti politique n'est pas encore connu. Alors, ah, il est parti, notre intervenant est parti. Je crois qu'à la première question, vous avez déjà répondu par rapport à ce à quoi nous devons nous attendre au cas où la CENI maintenait la machine à voter. Vous êtes président d'un parti politique, je crois savoir qu'il s'appelle Congo Nouveau. Vous faites partie du parti Congo Nouveau. Et candidat président de la République, on voudrait savoir est-ce que vous êtes connu jusqu'à l'arrière-pays? Non, je ne suis pas membre d'un parti politique et je ne suis pas président d'un parti politique. Parce que pour moi, le parti politique ou la majorité des partis politiques, ce sont des partis politiques... Vous êtes indépendant. Oui, circonstanciels, juste pour se mettre autour d'une table pour négocier les postes. Nous pensons qu'on peut faire la politique autrement en s'adressant directement aux Congolais parce que on a 600 partis politiques dans ces pays et ces partis politiques n'ont jamais apporté une quelconque solution. Donc nous parlons directement avec les Congolais. Donc Mais vous briguez le poste de la présidence de la République. Vous êtes sans ignorer que le président de la République règne. Il y aura un régime semi-présidentiel. Ça veut dire qu'il y aura un pouvoir qui sera concentré au Parlement de la République. Vous venez de dire que vous n'avez pas de parti politique. Donc ça veut dire que vous n'avez pas aligné de candidats aux élections législatives, encore moins provinciales. Que deviendra M. Alain Daniel Shekomba au cas où il est élu président de la République sans base parlementaire? Non, mais vous savez, il y a combien de candidats députés indépendants? Vous avez compté les noms? Vous comptez sur eux? Ah bah voilà, déjà ça c'est ça. Il y a des gens comme moi... Mais qu'est-ce qui vous donne cette assurance de compter sur ces indépendants? Quand vous posez une question, s'il vous plaît, ayez l'aimabilité de laisser la personne terminer. Parce qu'en fait, chaque fois, quand je vais répondre, vous me coupez. Alors ça... Je perds le fil derrière. Parce que je veux que nous restons dans le débat. Oui, mais on reste dans le débat. Quand je veux donner mon explication, il y a des gens, il y a des Congolais comme moi qui pensent que les partis politiques ont échoué dans la façon de faire la politique dans ces pays et qui choisissent une autre façon. Et dans notre programme de société, nous allons changer la loi organisant les partis politiques. Parce qu'aujourd'hui, les partis politiques, il suffit que j'ai été ministre quelquefois, que j'ai volé 50 000 $, j'ai créé un parti politique pour rester dans le mangeoire. Ce n'est pas ça. Est-ce qu'il y a vraiment des Congolais qui contrôlent la présidence d'un parti politique ici? Un Congolais venu de nulle part, un Congolais ordinaire qui adhère dans un parti politique et qui se retrouve président de ce parti politique? Il n'y en a pas. La façon de faire la politique ici en République démocratique du Congo nous a déçu un certain nombre de gens. C'est pour ça que nous nous sommes engagés en indépendant. Revenons à votre question. Le président de la République actuel, il a été élu 2 fois comme indépendant. Bien sûr, il a constitué le PPRD, ne fait pas partie du PPRD. Quand vous regardez bien, il a été élu 2 fois comme indépendant parce qu'il veut être au-dessus des clivages politiques. Moi aussi, je vais être au-dessus des clivages politiques. Ce qui sera intéressant, c'est l'offre politique qu'on propose aux Congolais. Est-ce que ces députés-là veulent travailler en faveur des Congolais en fonction de l'offre que nous proposons ou ils veulent travailler pour eux et éviter de servir les Congolais? Parce que chaque fois on me pose cette question, vous n'avez pas de députés au Parlement. Les gens ont des députés au Parlement aujourd'hui, ils sont majoritaires. Il y a ceux qui ont été élus comme membres de la majorité présidentielle, ils se trouvent aujourd'hui dans l'opposition alors qu'il n'y a pas encore des élections. Vous pensez vraiment que ces gens sont sérieux? Vous pensez vraiment que ces gens sont sérieux? Nous allons donner la parole à Joseph Yemba. Joseph, nous sommes déjà dans le vif du programme de M. Shekomba. Nous allons essayer de décortiquer en fait vos 12 points d'engagement au cas où vous êtes élu président de la République. Joseph Yemba. Oui, M. Alain Shekomba, merci déjà. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Moi, j'étais plus intéressé dans le volet sécuritaire et même défense dans notre pays. Mais je vais commencer par une toute petite question directe. Quand on parle de Béni, ici à l'est de la RDC, à quoi vous pensez directement? En fait, quand nous parlons de la défaillance de l'État, ça veut dire que l'État ou l'administration est incapable de se mettre au service des Congolais. Mais l'administration, c'est quoi?
L'administration, c'est la fonction publique, l'armée, les services de renseignement, et ainsi de suite, jusqu'à les gouvernements, et ainsi de suite. Alors, si aujourd'hui, il y a quelque chose qui se répète, on peut dire que quelqu'un a toujours la malaria, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore trouvé un médicament pour résoudre son problème. Il y a chaque jour des massacres. Hier, on avait encore appris qu'il y avait les ADF qui se sont affrontés avec comment dirais-je, les forces armées de la République démocratique du Congo. Et c'est tous les jours comme ça, avec des massacres. Quelle est la solution à tout ça? Tout ce qu'on apprend. Aujourd'hui, je suis candidat président de la République. Je m'indigne et je me révolte contre cela. Mais est-ce que j'ai l'appareil de l'État avec moi pour vous dire exactement ce que les services de renseignement pensent du problème? Je ne l'ai pas. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez proposer en comme tant que solution? candidat? Oui. En tant que Vous candidat. êtes devenu président une fois élu. Oui. Je l'ai déjà dit. Quelle est votre démarche? Comment vous allez sécuriser nos frontières? Comment est-ce que vous voyez le problème? Quelle est la meilleure méthode peut-être? Est-ce que vous allez répondre par la force ou bien vous serez un fin diplomate et négocier la paix? J'aime bien l'expression de l'ancien Premier ministre éthiopien qui disait « Nous allons combattre en négociant et nous allons négocier en combattant ». Les deux vont ensemble. On ne peut pas négocier si on n'est pas en position de force. On ne négocie pas avec les faibles. Donc, la République démocratique du Congo doit se défendre. Et je suis aussi de ceux qui pensent, et je l'ai toujours dit, un bon général gagne la guerre avant de la commencer. Donc aujourd'hui, il faut prendre des dispositions sur le plan des renseignements, sur le plan des renforcements, déjà de prendre correctement en charge nos forces armées qui se battent pour ces pays-là, qui soient payés correctement. Mais en bon général, M. Shekomba, en bon général, vous gagnez déjà la guerre, donc ça veut dire que vous allez privilégier la voie diplomatique. C'est ce que ça veut dire. Vous ne m'avez pas compris. Je dis, nous allons négocier en combattant et nous allons combattre en négociant. Ça veut dire qu'il faut les deux parce que je dis, on ne négocie jamais avec les faibles. Où avez-vous déjà vu quelqu'un qui accepte de négocier avec un faible? Il va marcher dessus. Mais justement, la question de mon confrère aussi était de savoir qu'est-ce que vous pensez de Béni. Vous nous avez expliqué un peu l'histoire, hein, ce qui se passe, mais ce que vous en pensez exactement. Ce que je pense, moi, et je l'ai toujours dit. C'est une absence de l'État? Non, quand quelqu'un... L'administration que vous Quand quelqu'un a le VIH, ne soignez pas, ne perdez pas votre temps à soigner la tuberculose. Ça veut dire, ce que nous observons à Béni, ce sont les effets. La cause, c'est la défaillance totale de l'État. Voilà, donc il ne faut pas avoir... Et pourquoi il y a défaillance totale de l'État? Parce que les gens qui doivent faire le travail sont occupés à se remplir les poches au lieu de s'occuper réellement de la gestion de l'État. Donc on a déjà dit ça depuis le début. Je dois enchaîner. Par rapport au contentieux frontalier, vous savez, au Rwanda aujourd'hui, le Rwanda exporte le coltan, il n'en produit pas. L'Angola pompe plusieurs milliers de barils de Mwanda qui appartiennent à la République démocratique du Congo. Et c'est cet argent, nous pourrions avoir un budget très élevé, mais malheureusement, nous ne parvenons pas à en bénéficier. En tant que leader, président de la République, si une fois élu, qu'est-ce qui devrait être fait normalement pour gérer cette situation, mais aussi maintenir la paix? Parce qu'une fois que la RDC s'embrase, vous le savez très bien, c'est pratiquement toute la région qui entre en conflit. Alors comment gérer toutes ces situations de la meilleure façon possible? C'était un peu ça aussi ma préoccupation. En fait,
Vous êtes en train de me poser des questions que vous auriez dû poser à ceux qui gèrent l'État aujourd'hui. Mais vous serez Non, s'il vous plaît, madame. Vous serez président de la magistrature. Laissez-moi Nous sommes en face du futur président de la République. Laissez-moi. Vous avez trouvé une situation, vous devez apporter des solutions, parce que ce sera un nouveau régime. Laissez-moi, non, s'il vous plaît, laissez-moi continuer. Chacun a sa façon de répondre. Bien sûr. Vous voyez, aujourd'hui, tout ça se fait au vu et au su de tout le monde. Ça veut dire que l'Angola est en train de pomper notre pétrole, le Rwanda a l'industrie de transformation des coltans, alors qu'ils n'ont même pas, comment dirais-je, 1 kg de coltan sur leur sol, et ça se fait au vu et au su de tout le monde. Donc vous êtes en train de me dire ici que nous n'avons pas un gouvernement capable de protéger notre pays. Parce qu'en fait, vous relevez des faits qui sont graves pour un État. Vous relevez des faits qui sont graves pour un État. C'est peut-être aussi une inquiétude. Parce oui, que... mais c'est une inquiétude. Maintenant, j'arrive à mes réponses. Parce que là, nous venons d'arriver à la conclusion que l'État est défaillant. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, quand nous disons qu'il faut la tension salariale de 1 à 10 entre les premiers agents et les derniers agents, vous savez combien touche un sergent, un caporal, un général de l'armée congolaise qui doit défendre le pays? Et vous savez combien touche un parlementaire, un ministre et consort? Alors, ce sont ces genres d'injustices qui font que les gens sont aussi occupés à faire autre chose qu'à faire le travail. Justement par rapport à ça? Mais il faut déjà améliorer leurs conditions de vie, il faut déjà améliorer leur salaire, il faut déjà leur donner des outils qu'il faut pour qu'ils puissent se défendre. Sur l'amélioration des conditions, de la population. Mais restons dans la question de l'Est. L'Est constitue le ventre mou de la République démocratique du Congo. Tout est le ventre mou de la République démocratique du Congo. Je vous le concède. Vous avez vous-même étalé la situation, brossé le tableau sombre en République démocratique du Congo, donc notamment à l'est de la République, l'est du pays. La situation, la question sécuritaire passera par quoi, Monsieur Shekomba, aujourd'hui au fauteuil présidentiel? Vous savez, il y a quelque chose que je constatais avec vous. Vous êtes plus occupé à me poser des questions qu'à écouter mes réponses. Parce que je pense que j'ai répondu. J'ai dit, quand vous donnez 42 000 francs à un caporal qui est aujourd'hui à la frontière, alors qu'ici à Kinshasa, les gens touchent 12 000 $, vous pensez que ce caporal-là sera intéressé, réellement concentré à défendre la frontière? Les gens sont victimes des injustices. Il faut corriger ces injustices. C'est ce qui est à la base de la guerre. Ce n'est pas ce qui est à la base de la guerre. C'est ce que nous voulons savoir. Mais attends, on sait tous que les rapports entre les États, c'est toujours des rapports d'intérêt et des rapports de force. Si j'ai un État en face, un État qui ne se protège pas, qui ne paye pas bien ses militaires et qui ne sait pas se défendre et qui a des richesses de l'autre côté qu'ils peuvent prendre, vous allez leur interdire de prendre ça? Vous n'allez pas leur interdire de prendre ça. Monsieur Shekomba, vous avez soulevé il n'y a pas très longtemps la question de la faiblesse de l'administration. La Constitution prévoit la décentralisation. Vous avez dit que vous allez être respectueux des textes, donc respectueux de la Constitution. Que pensez-vous justement de cette question de décentralisation? Cette décentralisation, pour certains, on voit beaucoup plus la balkanisation de notre pays. Pour les autres, c'est une manière de bien gérer parce que le pays, il est assez vaste. Votre point de vue? En fait, mon point de vue, c'est qu'il faut rapprocher les administrés des administrateurs. C'est bien. Comme ça, les demandeurs des décisions seront proches de ceux qui prennent des décisions pour eux. Sur le plan théorique, c'est bien. Mais sur le plan mental des gestionnaires politiques congolais, c'est là où il y a le problème. Aujourd'hui, on a décentralisé, on a fait les découpages, on a 26 provinces, on a 26 assemblées provinciales. Les salaires de tous ces gens a alourdi les trésors publics. Mais quand on compare la qualité du service rendu et le prix payé, est-ce que ça vaut la peine?
Voilà, c'est ça la question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, quand vous regardez le gouvernorat de Sankourou, par exemple, c'est n'importe quoi. Mais il y a une assemblée provinciale, il y a des ministres provinciaux qui ont des salaires. Quelles sont les décisions en faveur de ces populations dont on a rapproché le décideur en termes de gains? Mais justement, pour rebondir, parce que là, on se perd un peu, pour rebondir donc à la question, la balkanisation, parce qu'en fait, il y a une frange de personnes, une certaine thèse qui soutient, qui pense que la décentralisation est égale à la balkanisation. Pas du tout. Pourquoi? Qu'est-ce que vous leur direz exactement? Le Congo est fort quand il est uni, et le Congo sera toujours fort parce qu'il sera toujours uni. Il y a des velléités de balkanisation, il y a des velléités de séparation. Au Cameroun, c'est un faux débat, la balkanisation. Oui, c'est un faux débat, ça ne doit pas exister. Le Congo sera fort parce qu'il est uni. Les pays qui ont une économie forte, ce sont des grands pays en termes de territoire et en termes de population. Donc au Cameroun, il y a un faux débat qui se passe aujourd'hui entre les anglophones et les francophones. Il y a toujours des velléités comme ça, de certaines personnes qui n'ont pas des grandes valeurs pour pouvoir s'en sortir dans une société unie et qui pensent que quand ils se retrouvent dans les petits, ils seront présidents ou ils seront ministres. Donc il faut plus travailler dans l'unité et conserver le pays parce que nous avons dit dans notre hymne national, nous allons bâtir ce pays et il deviendra plus beau qu'avant. Alors on ne va pas, comment dirais-je, prendre un engagement face à l'histoire de dire que nous allons rendre ce pays plus beau qu'avant et nous participons au démembrement de ce pays. Donc il faut que nous puissions tous, et je pense que moi je travaille dans la logique de garder le pays dans son unité. Alors, M. Shekomba, je vais redonner la parole à mon collègue, mais avant tout, avant de lui redonner la parole, j'ai devant moi quelques points que j'ai pu épingler sur votre programme. Vous avez trouvé important dans votre programme, j'ai lu, il s'agissait d'environ 12 points d'engagement. Vous avez trouvé important de pouvoir surseoir carrément le ministère de la Communication et des Médias et prôner une structure comme un conseil de médias. Comment ça s'explique? Comment vous expliquez ce souci de pouvoir surseoir carrément un grand ministère comme celui des médias? En fait, vous savez, nous sommes en train de construire une démocratie. Et quand on construit une démocratie, le média ou la presse ne doit pas être sous les ordres d'un ministère. Et quand vous parlez du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est une institution d'appui à la démocratie reconnue par la Constitution. Ce n'est pas moi qui crée cette institution. Et je trouve qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire double emploi. Le ministère des médias et des communications régule la presse et les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication. En termes clairs, le CESAC, c'est un peu la police. Vraiment, on va parler en termes clairs, oui, c'est la police. Et le ministère des médias, c'est en fait le gestionnaire des médias. Non. C'est en termes clairs. Il y a quand même une démarcation. Non, ce n'est pas une démarcation. Non. Parce qu'en fait, le CESAC n'existait pas. Sous d'autres cieux, ça n'existait pas. Mais le ministère des médias, les médias, ça existe partout à travers le monde. Madame, le ministère de la communication des médias ou de la presse, ça existe un peu partout. Est-ce que vous en voulez à la manière de faire les choses de l'actuel régime qui vous pousse à prendre cette décision, ou c'est parce que vous estimez que c'est un ministère qui ne peut pas exister dans un pays démocratique selon vous? C'est vous qui ne connaissez pas la Constitution. Et dans un pays, la Constitution est au-dessus de tout. Alors, quand on dit le CESAC, c'est une institution d'appui à la démocratie, comme la CENI, ça veut dire qu'on ne peut pas comparer un ministère avec un organe qui est dans la Constitution. Raison de plus. Voilà, raison de plus. Écoute. C'est deux choses différentes. Écoutez, s'il vous plaît. Tout le gouvernement ont leur porte-parole. Et chaque État a sa façon de gérer ou de réguler la presse et les médias. Mais aujourd'hui, les législateurs ont trouvé qu'il était bon que les médias soient régulés par un organe autonome qui tire sa force de la Constitution. Mais qui est venu après la création du ministère des médias. Oui, mais attends, est-ce que vous voulez dire la création du ministère des médias, c'est la volonté du gouvernant, mais ce n'est pas la volonté constitutionnelle? Est-ce que vous avez dans la Constitution un article qui dit que obligatoirement on doit avoir un ministère des médias et des communications?
Mais les ministères naissent par rapport à un besoin. Oui, mais quel est le besoin? Parce que les besoins, moi je trouve que dans ma façon de faire les choses, on garde un ministre, un porte-parole du gouvernement pour donner les informations en rapport avec ces faits dans le gouvernement. Mais on laisse l'organe de régulation réguler la presse et les médias. Mais alors, je ne vois pas... Il y a des ministères qui sont émiettés pour rien. Vous n'avez pas vu ces ministères, rien que le ministère de médias. Le problème aujourd'hui... C'est peut-être la façon de faire les choses. Non, le problème aujourd'hui, la presse doit être libre en République démocratique du Congo et avec cette mainmise du ministère de la communication et des médias dans la régulation de la presse alors qu'il y a un organe qui régule déjà, ça fait police. Ça veut dire que combien de chaînes ont été fermées par volonté gouvernementale alors qu'ils n'ont pas péché dans les cas, c'est pour intimider la presse. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est la manière de faire les choses qui pose problème plutôt que l'existence à part entière du ministère? Vous discutez de quelque chose qui ne vaut même pas la peine. C'est ce que vous dites. Non, non, oui, ça ne vaut même... Non, non, oui, je vous dis. Oui, ça ne vaut pas la peine parce que si vous me montrez un article de la Constitution qui dit qu'il faut obligatoirement un ministère des communications et des médias, ça, je peux dire que vous avez raison. Quel est le ministère qui est placé à la Constitution? Tout comme on peut dire qu'il y a le gouvernement. Comme ce n'est pas dit. Oui, on parle du gouvernement. La Constitution n'a pas signalé un tel ministère. Pas du tout. Nous allons prendre le gouvernement n'a pas tort. N'a pas tort de placer un ministère des médias. Oui, mais le ministère des médias pour faire la même chose que le CESAC, alors pourquoi ils ont mis le CESAC? M. Bruno est en ligne, nous allons prendre ils font la même chose. Ils font la même chose. C'est la régulation. Il est en ligne, M. Bruno, on vous écoute. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. J'ai écouté les candidats parmi. Donc, une question aux candidats. Oui. Les candidats. Une fois pour l'enseignement. Dans le programme, il passe le cours pour l'enseignement. Il y a beaucoup d'inspecteurs maintenant, chaque personne qui est obligée d'inspecter. Donc, dans ce cours-là, qu'est-ce qui se passe? Il est parti, je crois qu'il va revenir. Alors, nous allons... C'était quoi la question? Apparemment, il parle de la place de l'éducation dans votre projet. La question n'était pas très claire. Je crois qu'il va revenir poser plus clairement sa question. Alors, monsieur Daniel Alain Chekomba, vous avez essayé de dire que, bon, voilà, le ministère des Médias... Je n'essaye pas de dire. Je dis... n'est pas non, s'il vous plaît. Si vous pouvez... Vous dites que le ministère des Médias n'est pas repris en termes clairs dans la Constitution. Ce qui veut dire même n'importe quel autre ministère, le ministère de la Jeunesse, ou soit le ministère des Sports, ou soit le ministère... c'est en fonction des objectifs du gouvernement. Voilà. Mais est-ce que... Voilà, donc il y a certains ministères qui ont été créés explicitement par la Constitution. Aucun ministre... Moi, je sais, il y a 4 organes, madame, dans la Constitution que je connais. Il y a le président de la République, il y a l'Assemblée nationale, il y a le gouvernement et les cours et tribunaux. Voilà. Et il y a des organes d'appui à la démocratie. La Commission électorale nationale indépendante et le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Donc ça, je sais. Alors, quant à ce qui concerne les ministères, c'est en fonction des besoins que le Premier ministre ou que le gouvernement a qu'il met en place un ministère. Donc le futur président n'aura pas besoin du ministère de la communication. Le gouvernement aura un porte-parole. Et c'est ça que va faire le travail de régulation. Nous allons prendre Maître Silos. J'avais une dernière question. Nous allons prendre Maître Silos pour certaines questions d'ordre juridique simplement. Voilà. Ce que j'aime chez nous allons revenir. Chez Combat, c'est la détermination et l'assurance. Depuis que je vous ai suivi, j'ai entendu certains mots. Ça prouve que nous vous suivons avec attention particulière, corruption, injustice, et ainsi de suite. Mais je tiens quand même à vous rappeler que parmi les institutions que vous avez citées, la présidence, le Parlement, il y a les cours des tribunaux et autres, il est dit clairement institution gouvernement. Et en tant que tel, à l'intérieur, il y a la presse et communication en tant que ministère, autorité de tutelle.
Par contre, c'est ça qui doit être là comme organe de régulation. Donc, même en France, même partout, je ferme une parenthèse pour passer à autre chose, mais vous dites, au départ, vous êtes indépendant, vous n'avez pas besoin des autres, mais à la fin, vous dites également, ceux qui sont comme députés indépendants devront suivre vos pas. Vous vous comparez avec le chef de l'État qui est parti avec une stratégie politique simple. N'oubliez pas qu'il est autorité morale. C'est encore une parenthèse que j'ouvre. Mais la question est celle-ci. Le principe de la réciprocité des États voudrait à ce que chaque État puisse se faire respecter par les autres. Au niveau international. Aujourd'hui, une fois élu, le peuple congolais massacré, maltraité en Angola. Une voie de justice qui s'ouvre. Allez-vous fermer le bras ou allez-vous saisir une instance judiciaire internationale? Ça, c'est la première question. La deuxième, comment pensez-vous gérer les pays avec les exilés politiques qui ont des actions judiciaires au niveau interne? Vous voulez les pardonner simplement pour étouffer la justice de faire son travail alors qu'ils vous promettent la justice? Ou vous allez simplement d'abord le faire juger et après les accepter? Monsieur Shekomba. Oui. En fait, aujourd'hui, vous savez qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont sans papier à l'étranger. Il y en a beaucoup. Ce n'est pas seulement en Angola, en Afrique du Sud, en Europe et partout. Ils sont en train de fuir les pays, justement parce que nous ne pouvons pas leur donner de meilleures conditions de vie. Pourquoi voulez-vous que nous-mêmes qui sommes parents, nous ne savons pas encadrer nos enfants et nous puissions faire porter la responsabilité à un voisin? Alors, si les Congolais sont en ordre et qui sont maltraités, c'est normal que nous allons saisir la justice et on va se faire respecter. Quant à ce qui concerne la deuxième question, dans les 12 engagements, nous sommes clairs là-dessus. La comparution devant la justice des criminels économiques et des criminels de guerre. Aujourd'hui, si le pays est dans l'état où il est, c'est parce que la justice n'est pas appliquée. C'est parce que la justice n'est pas appliquée. Et si nous voulons rétablir, si nous voulons combattre la corruption, si nous voulons combattre les antivaleurs, nous devons faire à ce que la justice puisse réellement faire son travail. Si elle doit faire son travail, je dois vous rappeler qu'il y a aujourd'hui 26 provinces, vous prenez la décentralisation. Mais les causes des tribunaux, en tant qu'institution, restent presque le même. Mais dans votre projet, je n'ai lu qu'une part, avec mes recherches, qu'est-ce que dit M. Alain Shekomba dans les jours qui suivent, une fois élu, ce qu'il pourra faire concrètement. En fait, vous voulez que je produise un projet de 1000 pages? Pas du tout, c'est votre Parce que si vous me posez la question, vous n'avez pas vu les cours des tribunaux, l'autre va me dire, vous n'avez pas défini les salaires des enseignants, et l'autre va me poser la question de savoir, vous n'avez pas dit que vous allez mettre l'autoroute entre Kinshasa et Lubumbashi, et ainsi de suite, chacun selon, comment dirais-je, son secteur de prédilection. Donc aujourd'hui, nous parlons des grandes idées. Aujourd'hui, j'arrive devant le Congolais avec 12 engagements. Ça veut dire quelles sont les actions que nous allons poser. Et dans ces actions, ça englobe le reste. Vous vous rendez compte? Quand nous disons que nous allons faire passer les criminels économiques et les criminels de guerre devant la justice, vous me dites que dans les 26 provinces, les cours et tribunaux ont toujours la même... Vous dites que c'est moi qui prône. Ouais, ce n'est pas moi qui prône. Je respecte la Constitution et aujourd'hui, nous avons 26 provinces. Donc, ce n'est pas moi qui dis que je vais mettre 26 provinces. Non, mais je vous rappelle que la Constitution elle-même prône qu'il y ait chaque cour d'appel dans chaque province. C'est là que je suis. Une fois élu, ce n'est pas mon problème, je vous laisse vous rappeler. Vous serez président élu. Qu'allez-vous faire de manière concrète? Parce qu'au niveau de l'administration, vous êtes concret. Vous parlez avec des termes, avec précision. Vous dites ce qui sera fait dans l'administration congolaise. Et vous avez dit également, lorsqu'on s'engage en politique, on doit connaître les problèmes de chaque secteur. Vous l'avez dit. Mais en fait, vous voulez me faire porter l'échec de ceux qui sont en place. Ils ont mis en place... Non, 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 s'il vous plaît. Ils ont mis en place le 26 provinces. Ils ont respecté la Constitution. Mais pourquoi cela n'a pas suivi? Pourquoi vous me posez la question à moi? Donc ça veut dire que vous constatez aussi comme moi que l'État
ne fonctionne pas correctement. Non, il a posé la question, il n'a pas constaté. Je comprends que vous êtes informaticien, alors qu'en droit, il y a le principe de la continuité. Même s'ils ont échoué, une fois élus, vous devez porter le chapeau. Vous me posez... Non. Le fait d'être informaticien, vous savez qu'Angela Merkel est physicienne. Elle est physicienne. Et elle dirige l'Allemagne, c'est le pays le plus puissant en Europe. Donc, il ne faut pas venir avec... Pas du tout. Elle s'est fait entourer. Vous posez un problème qui, pour l'instant, ne me concerne pas, mais qui montre seulement l'incapacité de bien gouverner de ceux qui sont en place. Alors, parce que on dit Combat. Gouverner, c'est prévoir. Quand ils ont décidé d'appliquer la constitution qui veut qu'on ait le 26 provinces, en sachant qu'il doit y avoir une cour dans chaque province, mais ça va de soi. Monsieur Chekomba, nous allons poursuivre donc l'émission tout à l'heure. Nous allons faire découvrir à nos fidèles téléspectateurs, ils sont très nombreux en train de nous suivre en ce moment. Nous allons leur faire découvrir la biographie de monsieur Alain Daniel Chekomba, le candidat aux élections présidentielles du 23 décembre prochain. Et on se retrouve juste après ceci. Alain Daniel Chekomba vit le jour à Kananga, le 13 avril 1970. Il fait ses études primaires et secondaires dans la même ville et dans la cité de Kindu. Daniel obtient finalement son diplôme d'État dans la localité d'Issiro, dans le Haut-Tuélé. Une fois son diplôme d'État en poche, Alain Daniel Chekomba va s'inscrire à l'université de Kinshasa, dans la capitale. Au cours de son passage à l'université, Daniel occupa notamment la fonction de président de la coordination estudiantine. Il finit par décrocher son diplôme de licence dans le département de physique à la faculté des sciences. Au niveau du parcours professionnel, Daniel a occupé plusieurs hautes fonctions. Directeur général de Global Broad Bank Solutions, directeur technique à Afrinet Cielux, basé en Afrique centrale, pour ne citer que cela. Aujourd'hui, Daniel est propriétaire de Smart Information Exchange, une entreprise basée en Afrique du Sud et spécialisée dans le développement des solutions informatiques. Au travers de ses 12 engagements avec la population, Alain Daniel Chekomba a tenté sa première expérience à la présidentielle en 2006. ADS, comme l'appellent certains dans les milieux professionnels, tente une nouvelle expérience à l'élection présidentielle de décembre 2018. Au travers de cette candidature, Chekomba pense apporter des solutions qui rongent la société congolaise, notamment le manque d'institutions fonctionnelles et transparentes, l'insécurité alimentaire, sanitaire et physique, la non-distribution équitable des richesses, ainsi que reformater les institutions de l'État. Voilà, notre émission tend vers sa fin. Avant de la clôturer complètement, nous allons poser encore quelques questions. Monsieur Daniel, vous allez encore vous prêter à cet exercice. Chacun de mes confrères vont vous poser encore une dernière question. Mais avant tout, je vais revenir. Je vais faire encore quelques pas en arrière. Nous avons juste écorché la question économique. Vous avez parlé de certains indicateurs qui prouvent à suffisance que la RDC est vraiment au bas de l'échelle. Alors, vous avez parlé aussi du PIB qui est très bas. Qu'est-ce que votre plan de relance de l'économie de notre pays prévoit pour que la République démocratique du Congo joue réellement son rôle dans la région et dans la sous-région? En fait, il faut d'abord savoir, notre économie aujourd'hui, elle est monolithique. Monolithique, c'est-à-dire il n'y a qu'un seul secteur qui est porteur, ça veut dire l'extraction ou le secteur minier. Alors que tout est à faire. Je vous ai dit ici que nous avons, par exemple, 80 millions d'hectares cultivables. On ne cultive que 12%. Et nous avons un sérieux problème d'autosuffisance alimentaire parce qu'aujourd'hui, on importe tout ce qu'on mange.
où 80% de ce qu'on mange est importé. C'est un secteur dans lequel nous devons travailler. Et pourquoi les gens ne travaillent pas? C'est parce que le développement de l'agriculture doit aller avec les infrastructures routières, les ports, les aéroports et pourquoi pas les chemins de fer. Ça va ensemble. Nous avons le secteur d'hydrocarbures. Ça veut dire qu'on a trouvé aujourd'hui, comme il a dit, du carburant qui est pompé du côté de l'Angola et qui est pompé aujourd'hui du côté de l'Ouganda. Il y a on a un fort potentiel. Nous avons la forêt. Mais chez Combat, ce discours, on a l'habitude de l'entendre. Oui, oui, parce que... Les potentialités de la République démocratique du Congo, nous sommes habitués à ce discours. Nous voulons savoir qu'est-ce que vous nous emmenez dans votre JBCR. Je suis congolaise, maman congolaise. Je dois voter. Je veux vous dire une chose. Vous coupez mon fil d'idée. Parce que nous n'avons plus assez de minutes. Voilà. Justement, il faudrait que nous allions dans l'essentiel. Mais si vous avez déjà entendu ça, mais il n'y a que ça. Il y a le potentiel. Non, sans blague. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On peut rencontrer les mêmes réalités, mais on fait différemment. Parce qu'en fait, elle me dit, j'ai déjà entendu ça. Oui. Mais il n'y a que ça. Aujourd'hui, il faut rentabiliser, il faut transformer les potentialités que nous avons en réalité. Alors, avant de transformer ces potentialités en réalité, il faut déjà les connaître. Voilà. Donc, quand vous dites « nous avons déjà entendu ça », je ne vais pas venir avec une baguette magique pour dire, bon, voilà, aujourd'hui, comment dirais-je, la forêt congolaise, je vais commencer à vendre autant de cubes où je vais vendre les points carbone. Aujourd'hui, je vais construire les ponts en eau, les ports en eau profonde. C'est tout à fait normal. Mais ça y est. C'est tout à fait normal. Oui. Aujourd'hui, nous avons 5 milliards en termes de budget. Demain, il y a certains des candidats présidents qui prônent 80 milliards sur 5 ans, 100 milliards, 400 milliards. On a mais entendu. Les candidats qui prônent 80 milliards, 100 milliards, où est-ce qu'ils ont déjà géré même une boutique? S'il vous plaît. Il ne faut pas raconter des histoires. Les candidats qui prônent 80 milliards. Vous venez de dire qu'il faut transformer. Non, s'il vous plaît. Non, je suis. Comment vous allez le faire, ils n'ont pas la notion. Non, s'il vous plaît, ils n'ont pas la notion de la gestion. On ne parle pas de chiffres comme ça. Vous vous rendez compte? C'est pourquoi vous n'en avez pas parlé. Oui, je vous pose la question. Vous n'êtes pas encore prêt de ce côté-là. S'il vous plaît, où est-ce qu'ils ont déjà géré une boutique? Gérer des institutions de l'État qui ont échoué. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la responsabilité des résultats. Ils ont géré l'argent de l'État. Mais non, s'il vous plaît, non, allons-y, parce que les gens disent des choses qui ne concordent pas. Ils ont géré les institutions de l'État qui ont échoué. Ça veut dire que tout l'argent, ils n'ont pas produit de l'argent, mais ils ont consommé de l'argent. Et une personne qui n'a été qu'une machine à consommer de l'argent, vous allez me dire aujourd'hui que cette personne va avoir l'intelligence de produire. Moi, j'ai l'habitude de produire. Gérer, c'est prévoir. Oui, mais ils ont prévu quoi? Ils ont géré. Non, mais qu'est-ce que vous prévoyez? Non, je prévois et moi, en tant que gestionnaire stratège, je garde mes chiffres, je sais où je vais les avoir. Ces gens, je le dis ici, ils ont géré l'argent de l'État pour les consommer, mais ils n'ont jamais produit. La preuve, aujourd'hui, vous êtes en train de le dire, avec les potentialités que nous avons, avec un produit intérieur brut de 64 milliards aujourd'hui, le budget de l'État est de 5 milliards, avec un taux de recouvrement inférieur à 50%. Ça veut dire, non, s'il vous plaît. 3 minutes, il ne nous reste que 3 minutes, vous allez devoir vous déchaîner. Chacun de nous. Monsieur, parce que, en fait, s'il vous plaît, vous allez avoir quelques secondes chacun pour poser votre dernière question et M. Chekoumba va nous résumer, certainement nous donner le plan. Parce qu'en fait, vous me posez la question, les gens parlent de 80 milliards. Quelqu'un qui n'a jamais géré une boutique de 1000 francs, et générer 10 000 francs, va me parler de 80 milliards. Merci beaucoup. C'est pas possible. Il y a un candidat président de la République 3 secondes, qui est également expert en informatique, qui démontre que la machine à voter peut passer. Vous êtes expert également en informatique, vous dites non. Alors moi j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous serez prêt à les rencontrer autour d'un débat ici à Siloé TV? Écoute-moi. On va directement, comme ça on va ramasser. Oui, justement, vous consultez, vous avez fait savoir que la loi interdisait
une rencontre entre les candidats et la CENI, mais cela n'a pas été bien sûr le cas. La CENI a rencontré par plusieurs fois les candidats présidents de la République. Est-ce que vous pouvez nous démontrer à quel niveau la CENI a pêché? Joseph Yemba et Maître Silos. Quelle image avez-vous de la RDC aujourd'hui sur le plan diplomatique et comment faire pour que la RDC rayonne dans le concert des nations et soit toujours présente dans les grands forums ONU, UA, CIRGL, SADC? Pourquoi pas COP21? Joseph. On a raté ça. On est le deuxième poumon du monde. RDC totalement absent. Qu'est-ce que M. Shekomba fera? Maître Silos. Allez, Shekomba dit, on ne vient pas en politique pour s'acheter une voiture ou une maison. Parce que vous-même, personnellement, vous avez vos biens, vous avez vos avoirs. La Constitution de la RDC dit, lorsqu'on veut accéder à la gestion de la chose publique, on doit déclarer ses avoirs en tant que membre du gouvernement. Êtes-vous à l'entrée comme à la sortie? Êtes-vous prêt, demain après demain, de faire déclarer vos ministres? Parce que depuis l'indépendance, je peux dire depuis que je suis jeune, je vois des choses très claires, ça n'a jamais été fait. Qu'allez-vous faire pour que cela soit concret? Alors, vous allez ramasser en quelques secondes... je fais comme ça ou je fais comme tu veux, ça dépend de la liberté. Comme vous voulez. Et la dernière, votre dernière réaction, M. Shekomba, vous allez être président de la République démocratique du Congo. Nous vous le souhaitons. Et un petit mot aussi en lingala po batunios, balandignos et siloé TV bakokako yoka. Message oyaki nangolelo. Merci. Le cœur se trouve à gauche, donc je commence par la gauche. Merci pour ces privilèges. Voilà. Donc... vous pouvez répéter votre question? On ne vient pas en politique pour s'acheter une parcelle, moi encore une voiture. Voilà, justement. Oui. Je suis même allé plus loin que ça. Avant même qu'on ne dépose notre candidature, j'avais bien voulu que les gens puissent montrer leur compte bancaire d'il y a 5 ans. Je l'ai dit et je continue à le dire. Comme ça, nous allons savoir qui est venu en politique avec son argent ou avec l'argent de qui. Et je suis toujours prêt aujourd'hui de montrer, même depuis 10 ans, qu'est-ce que nous gagnons chacun, si ce sont les sources de revenus dues à notre travail ou à notre entrepreneuriat, ou si ce sont des sources de revenus dues à notre parti politique, on doit déclarer ça. À l'entrée comme à la sortie. Oui, même avant de poser la candidature. Donc au moins on saura avec l'argent de qui on fait la politique. Et je suis prêt à ça. Je l'ai dit depuis très longtemps et je reste toujours ouvert. J'ai mes comptes bancaires, même ici en République démocratique du Congo, même à l'étranger, et je suis prêt. Donc, c'est normal que les gens apprennent à rendre compte. C'est important. Parce qu'en fait, il ne faut pas s'endetter et pour qu'une fois élu, on puisse d'abord mettre en priorité les remboursements. Et pendant ce temps, rien ne change dans le quotidien des Congolais. Donc c'est une bonne chose. Et moi, en tant que président, je déclarerai mes avoirs à l'entrée, comme à la sortie. Et tout le monde fera pareil. La question de Joseph. Oui, je pense que la place de la RDC dans le concert des nations. Vous savez, l'État existe parce que l'État a une terre qui doit être protégé, qui doit être rentabilisé, qui doit être respecté. Alors, aujourd'hui, quand nous parlons de l'État défaillant, la faiblesse de la diplomatie, c'est l'effet, ce n'est pas la cause. Et parce que on ne veut pas sortir en public sale, on dit à tout le monde qu'on est souverainiste, qu'on est nationaliste, qu'on ne veut pas. Mais vous ne pouvez pas être souverainiste et nationaliste quand vous acceptez d'être membre des Nations Unies, quand vous acceptez que les Nations Unies viennent vous aider depuis plus de 30 ans, vous bénéficiez déjà, n'est-ce pas, de cette appartenance au concert des nations. Donc aujourd'hui, nous devons être sincères avec nous-mêmes et nous devons travailler d'abord en interne pour devenir suffisamment forts. Et il faut savoir que la diplomatie, c'est question d'intérêt. Nous allons développer des projets d'intérêt communs avec d'abord nos voisins. Aujourd'hui, nous avons un problème avec le Congo-Brazzaville, le fameux pont et les ports en eau profonde. Est-ce que vous savez que si on jetait ces fameux ponts, les ports de Pointe-Noire
va créer des emplois et le Congo-Kinshasa aussi va gagner quelque chose en attendant que nous puissions lancer notre port en eau profonde et que nous puissions les utiliser en redondance. Tout le monde gagne. Si nous avons ce genre de coopération et de relations avec nos pays voisins, nous allons nous protéger mutuellement. Mais aujourd'hui, nous voulons tout pour nous et les autres viennent de force le prendre parce que nous ne protégeons pas notre État. La question de Josué. Alors justement, par là, je vais aussi profiter pour parler Josué, de la nous avons légalité de ce qui est dit. Monsieur Chekomba n'a que 3 secondes. Très bien. Voilà. J'ai dit hier, parce que quand j'avais dit qu'on voulait un débat public sur la machine à voter, j'ai entendu le secrétaire général ou le porte-parole de la CENI dire que la loi ne leur permettait pas d'entrer en contact avec les candidats. Ça ne venait pas de moi, ça venait de lui. C'était à la radio. Et j'étais étonné qu'on nous ait appelés. Moi, j'insiste. La CENI actuelle n'a pas la volonté ni la compétence de faire de bonnes élections. J'insiste et personne ne peut, je l'ai dit depuis que je les ai rencontrés et je continue à le dire jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est là qu'ils ont péché. Parce qu'on peut avoir de l'ambition, mais il faut avoir la compétence de ces ambitions. Quand on connaît quelque chose, on ne donne pas 1000 réponses à une seule question. Vous posez la question de la machine à voter au président de la CENI, il va vous dire Y le matin, il vous dit X à midi et il vous dit Z le soir. Alors pourquoi on doit avoir 1000 réponses à une seule question? La réponse à si on connaît, si on maîtrise son élément. La réponse à la question de Lecœur Mouchipaï avant de vous donner encore la parole pour un mot en lingala. Écoutez, je ne suis pas en train de dire que je suis expert. Je suis expert. Et je ne suis pas en train de dire que démontrer. Démontrer, c'est-à-dire quoi? Je fais la maths physique. Démontrer, ça veut dire, je dis A égale à B, si et seulement si, B égale à A. Ok? C'est quantifié, c'est clair. Démontrer, ce n'est pas dire oui, j'ai touché la machine, j'ai regardé. Non. Aujourd'hui, la démonstration que je demande, c'est ouvrir le capot, regarder le code source, l'application. Et le candidat président de la République qui a dit qu'il est expert, s'il peut me donner les programmes ou la suite des instructions de l'application qui est sur la machine à voter, nous allons regarder ensemble s'il a raison. Il n'y a pas de problème, c'est la science. Mais moi je me dis que personne, la CENI n'a donné à personne cela. Et ce sont des questions qui sont posées. Aussi longtemps que nous n'avons pas encore vu le code source, aussi longtemps que nous n'avons pas encore ouvert les capots, la machine à voter, c'est la machine à tricher, j'insiste. Et aujourd'hui, c'est comme une femme qui déclare qu'elle m'a violée, aux États-Unis par exemple, et on demande à la femme de prouver. Non, ce n'est pas à la femme de prouver, c'est à la personne qui a été accusée de prouver que ce n'est pas possible. La personne qui a mis en place la machine à voter, c'est la CENI, c'est Nanga. Et il ne doit pas nous demander à nous de démontrer. Nous, nous disons qu'il y a un logiciel à l'intérieur ou une application de tricherie. C'est à lui maintenant de démontrer que ce logiciel n'existe pas pour un débat. Merci, voilà. monsieur Chekomba. Je suis pour un débat. Je suis tout à fait pour un débat. Notre émission tend à sa fin. Donc vous avez encore 5 secondes pour vous adresser à vos différents téléspectateurs, certainement votre potentiel électorat en lingala. Monsieur Chekomba, pourquoi vous avez la parole. Voilà. Pas en français? C'est Banamboka, Tosa Banamboka, généralement, c'est la langue les Kidois. Et d'ailleurs, vous allez battre campagne aussi à Kinshasa, ça sera aussi à Lingala. On va battre campagne aussi à l'est du pays en Swahili. En tout cas, vous allez être président de quelques langues. Alors, le Lingala, le Swahili, le Tetela. C'est Lingala, Tolobaka bien. Président Betaka Lingala. Tolobaka Lingala bien. En fait, le problème est Zawa. Il faut que les Congolais comprendre que il faut toutes les conditions pour l'élection oyo et pour ça que mutu oyo toko voter et zala réellement mutu oyo akobima ba masolo bazobeta ke o bato yo balingi bakende bazoboya machine à voter zapo bazolinga transition te. C'est un piège. Lelo o bolobi toko kende avec ou sans machine à voter. C'est-à-dire que aussi bon dimi machine à voter.
lobby tango toko gagner te ba congolais nde ba kozonga suna nzela. Alors que biso to lobby que moyen eza ya kosala ba mise à jour ya machine wana avant to kende ba élection. Donc démarche na biso eza que nanga il faut fungola kapo ya mutuka wana total place ni mafuta ezotanga total soki ba bouger zali total soki carburant za na kati avant to longwa na Kinshasa to koma na Matadi poto ba panne sèche. Donc machine wana il faut total ngo pour bato oyo balingi bakende ba élection na machine à voter balingi régime oyo etikala et puis ba continuer ko kabola pouvoir ndenge ba mesana majorité. Merci. Pardon tigana silisa une minute bongala biso esi pardon une minute bon sikona ko molo ba makamba malamu ko mokata 2 secondes alors 2 secondes pour tous pour la respect pour la téléspectateur pour oyebi ke seni ndenge za wana kaka bato ya opposition na bato ya gouvernement nde baza kuna na kati. Donc si ba beti cop na bango ba kenda na machine à voter ba garder ordre autozanango lelo. Donc biso photo fungola miso to ko fungola kapo wana peto ko monde loko ezana kati. Matondi mingi papa Shekomba, Matondi mingi na bino basombolandi biso. Merci beaucoup à nos fidèles téléspectateurs. Ainsi prend fin grande question. Nous avons reçu pour vous pendant plus d'une heure monsieur Alain Daniel Shekomba, il est candidat aux élections présidentielles du 23 décembre prochain. Alors, restez branchés sur Siloé TV. Nous allons vous faire découvrir un prochain profil d'un autre candidat, d'une autre personnalité qui brigue cette fonction présidentielle. Nous vous remercions de nous avoir suivis et merci surtout aussi à nos différents téléspectateurs qui ont participé et appelé. Vous étiez assez nombreux. Nous vous remercions et à très bientôt. Au revoir.